Vous regardez New World Info. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour la suite de New World Soir. Le samedi 12 août devrait se tenir à Accra, au Ghana, une nouvelle réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO. Une rencontre convoquée 2 jours après un feu vert donné par les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest pour une intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel au Niger, mais celle-ci a été reportée. Luc Abaki, bonsoir et bienvenue sur le plateau de New World Soir. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste et analyste politique. Un réel plaisir de vous retrouver encore cette semaine sur ce plateau, plus de 48 heures après le report de la réunion stratégique des chefs d'état-major de la CEDEAO. Que sait-on des raisons justement de ce report ? Alors, les raisons n'ont pas été évoquées, mais on peut les imaginer volontiers. En fait, c'est vrai que à la suite de ce sommet d'Abuja, on a vu le président ivoirien, Alassane Ouattara, tenir avec verve et énergie un point de presse où il a compilé les éléments qui résumeraient donc ce sommet, où il a donné le sentiment qu'il y avait une certaine unanimité en ce qui concerne l'intervention, ce projet d'intervention militaire au Niger. Et de fait, lorsqu'on s'en tient à ces propos, le reste devait aller comme sur des roulettes. Mais lorsque vous revisitez un peu le volet opérationnel de cette initiative tout à fait débile et démentielle venant donc des dirigeants de notre communauté ouest-africaine, on se rend compte qu'il ne peut qu'y avoir des divisions, à vrai dire des réticences, parce que cette idée qui consiste à dire qu'on va prendre des armes contre un pays souverain du fait qu'il y aurait eu un renversement d'un régime au Niger ne répond à rien de sensé, ni d'intelligent, ni de pratique, ni de vrai, à vrai dire. Bon, il est clair que ce report des chefs d'État major de ce sommet de ces chefs d'État-major à Accra est tributaire de cette division interne qui montre clairement qu'il y a encore des chefs d'État qui sont lucides et qui se rendent compte que la CEDEAO est en train d'aller directement dans le mur en envisageant la perspective d'une intervention militaire sous prétexte qu'ils veulent juste restaurer un président déchu. Et l'on se demande si vraiment le président Ouattara et ses amis aiment véritablement le président Bazoum, d'autant plus qu'il est entre les mains des gens qui l'ont renversé dans un camp militaire et on envisage l'opération militaire pour pouvoir le sortir et le réinstaller dans le fauteuil présidentiel. Ce qui n'est pas compréhensible, envisageable d'ailleurs, et qui ne rime avec aucun bon sens, à vrai dire. Comment ils vont procéder? Est-ce que ceux-là qui le détiennent vont accepter d'être, disons, tués juste pour sauver la vie d'un individu? Il y a un problème sérieux à ce niveau. Et en réalité, pour celui qui a une notion des instruments de langage, lorsque vous voyez le président Ouattara parler, son langage corporel montre qu'en fait, il y a un déphasage entre son subconscient et ce qu'il est en train de débiter, à vrai dire. Et donc, on a senti à travers ces justifications, le fait à chaque fois de dire, ah oui, ce que je suis en train d'évoquer ici n'est pas une décision personnelle du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, encore moins du Nigeria, que c'est à l'unanimité, que c'est l'ensemble des chefs d'État qui ont décidé de cette action au Niger. On se rend compte que quand un président est obligé de s'expliquer de cette manière-là, de se justifier à chaque fois, alors que personne ne le lui a demandé, alors qu'en réalité, lorsque tu rends compte d'une conclusion de sommet, c'est naturel, tout le monde sait que vous avez été tous à un sommet, et donc, quand tu lis les conclusions, on doit pouvoir savoir que c'est vous tous qui l'avez dit. Vous voyez? Donc, quand il est obligé, à chaque fois, de dire que non, ce n'est pas sa décision à lui, ce n'est pas le Nigeria, que c'est tout le monde, et il est obligé de dire que pour l'instant, oui, c'est son pays qui va mobiliser 800 à 1100 hommes. Il y a aussi le Nigeria, le Sénégal, etc. Alors que la CEDEAO compte plus de 15, jusqu'à 15 membres, on se rend compte qu'ils ont des difficultés internes qui sont réelles. Cette décision d'une intervention militaire au Niger ne fait pas l'unanimité, ni au sein de la CEDEAO, ni au sein de la population africaine. Et cette réunion avortée de samedi devrait aboutir à quoi? L'idée, c'était de peaufiner.
de passer à la phase opérationnelle, c'est-à-dire donc que la décision politique a été prise, il faut alors aller à la phase technique et pratique de l'opération. Et donc ça veut dire qu'il faut entre-temps mobiliser des fonds, réajuster les choses, voir combien de bataillons ou de contingents chaque pays serait en mesure de mettre à disposition pour aller justement aller à l'encontre de la vie des citoyens d'un peuple entier. C'est quand même incroyable que des gens à qui on a remis le destin des peuples, qui sont chargés en principe de travailler pour épanouir la vie humaine, en viennent à considérer qu'ils sont en droit de décréter le principe d'attaquer des vies humaines dans un État. Et donc, de ce fait-là, ils vont expliquer tout simplement que c'est juste pour sauver un homme. Mais je vais rappeler tout simplement que la vie, c'est ce qu'il y a de plus sacré, la vie humaine notamment. Et le rôle du dirigeant, c'est de veiller à ce que cette vie-là soit préservée et qu'il travaille à l'épanouir à chaque fois. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'interview de Didier Thiam sur NCI, je pense que c'était dimanche, où il a révélé un certain nombre de choses. Et je comprends pourquoi ce monsieur est autant respecté, adoubé par les hommes sensés. Ministre des Finances aussi en bien sûr, le monsieur dit qu'il n'est de richesse que d'homme. C'est-à-dire que lui, dans son parcours, quand il révèle un peu les pas qu'il a eu à poser, il montre clairement que chaque fois qu'il va dans une structure, la première des choses qu'il fait, c'est de travailler sur l'épanouissement de l'être humain. C'est de mettre en confiance chacun de ses collaborateurs, de sorte que ce dernier donne la meilleure version de sa personne. Il a compris qu'on ne peut pas moduler la vie, on ne peut pas envisager la perspective de développement, de croissance, etc., sans travailler sur les leviers qui permettent à chaque citoyen d'être en confiance et de comprendre qu'il doit fondamentalement contribuer dans l'échelle de sa proportion à la vie de l'ensemble de la structure, de la nation, du pays, du continent, etc., etc. Malheureusement, on a le sentiment que nos dirigeants n'ont pas compris que leur travail n'a pas d'autre sens que de travailler sur ces éléments-là et de faire en sorte que les citoyens soient véritablement la véritable richesse sur laquelle ils s'appuient pour envisager la gouvernance de leurs États, le développement de leur pays, la croissance, etc. Et même de construire le principe du respect de leur nation. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le président Macron, il a quel âge? À peine 41, 42 ans. Il a des grands-pères qui sont présidents en Afrique. Pourquoi ceux-ci se plient devant lui? Simplement parce que derrière lui, il a une nation. Une grande nation que nous appelons la France, qui a une culture, qui a une vision, qui a une tradition, qui a une certaine puissance en termes de valeurs qu'elle a eu à répandre à travers le monde. Voilà ce que nos dirigeants devraient comprendre. Qu'en réalité, leur valeur, leur puissance, leur aura dans le monde dépend de leur capacité à construire des nations fortes qui vendent à l'humanité des vertus qui peuvent être inspirantes pour d'autres peuples. Sinon, quelqu'un comme Macron, on va dire c'est un garçonnet, c'est un enfant d'un président comme Ouattara, c'est un enfant comme le président comme Tinubu, et un petit-fils d'ailleurs. Mais il se plie. La volonté de faire de nos pays des nations fortes se fait en tout cas ressentir dans les adresses à la nation des différents chefs d'État africains. Mais qu'est-ce qui constitue toujours le blocus C'est pathétique de constater le déphasage criard qu'il y a entre les paroles, la rhétorique, le discours de nos dirigeants et leurs actes. Didier Thiam disait que les actes parlent largement plus fort que la parole. Si vous devez vous en tenir au discours que nos dirigeants nous servent, ce sont des discours toujours impeccables. Mais dans les faits, on se rend compte que ce ne sont pas des gens qui ont l'humilité. L'humilité et l'équilibre intérieur. Voyez-vous, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes inspiré. Vous avez les idées les plus lucides possibles. Vous avez les dispositions naturelles qui vous permettent d'écouter les autres. D'être dans les dispositions qui vous permettent d'écouter, de comprendre et donc de composer avec les idées des autres. Parce qu'en fait, la richesse intellectuelle, c'est la clé de base qui permet à chaque citoyen d'exprimer sa compétence dans son univers. Et donc, si on a des dirigeants qui sont dans des ressentis négatifs, qui sont aussi égoïstes, suffisants, qui
chaque fois qu'ils doivent parler, rappellent leur background. Je veux m'appuyer un peu sur les propos que tenait souvent le président Ouattara et qui continue donc de le faire. Chaque fois qu'il doit se prononcer, il rappelle son parcours. Mais moi, j'ai été directeur général adjoint du FMI, j'ai été gouverneur de la BCEAO, et donc je vous dis que le franc CFA, c'est la monnaie la plus stable, ce qu'il y a de mieux pour notre espace. Alors que dans les faits, on se rend compte que parce qu'on est en train d'utiliser une monnaie coloniale, nos pays ne sont pas en mesure de construire des économies saines et donc d'être compétitifs sur le plan international. C'est encore lui qui, aussi prétentieux qu'il était, disait lorsqu'il voulait faire son 3e mandat, pour déchiqueter justement la Constitution, il dit mais non, que c'est lui qui a fait la 3e Constitution de la République ivoirienne, et qui mieux que lui peut interpréter cette constitution-là. Il va plus loin, il dit, mais écoutez, est-ce que vous savez le temps que cela m'a pris de former quelqu'un comme Gonk Loupali pour le mettre comme mon dauphin? Autrement dit, lui, en tant que président, il a la science infuse. Il est un missionnaire de Dieu qui a toutes les connaissances du monde, de sorte que lorsqu'il ne t'adoube pas, tu n'es absolument rien. Voyez la condescendance, la suffisance et le caractère prétentieux qui décrit justement l'état d'esprit de beaucoup de nos dirigeants qui ne comprennent pas que le fait d'être président de la République ou dirigeant, d'occuper une portion de pouvoir dans une vie sociale n'est qu'une opportunité, qui doit pouvoir amener le dirigeant à révéler son intérieur, ses capacités à transmettre les valeurs permettant à la société d'évoluer. Et donc, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, ils ne sont pas capables d'écoute. Ils ne peuvent que s'égarer avec des décisions aussi superficielles, irréfléchies, que celles qui sont véritablement des raccourcis visant à utiliser les armes. Des armes que eux, depuis 60 ans et plus, ils ne sont pas capables de fabriquer. Mais à quoi sert l'arme si ce n'est pas de raccourcir la vie humaine, si ce n'est pas de terroriser l'être humain et donc de l'empêcher de s'exprimer en tant qu'être équilibré? Comment il se fait que tes dirigeants qui sont à la tête des pays et qui ont sur leurs épaules la vie des millions et le destin des millions de personnes peuvent aussi très facilement recourir aux armes pour se donner raison, pour marquer leur présence et leur gouvernance? Imaginez que lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO avaient bien compris que c'est un phénomène dangereux, il faut qu'on trouve une solution. Ils décident, plutôt que de se retrouver à Abuja, de se retrouver tous à Niamey, pour pouvoir discuter avec des gens qui ont décidé de renverser leur président. De sorte qu'entre hommes raisonnables, avec des facultés... En même temps, tout de suite, les militaires avaient annoncé la fermeture de leurs frontières terrestres et aériennes. Les militaires nigériens ont pris des mesures en réaction des sanctions pernicieuses, inintelligentes, inhumaines, illégales, prise donc par les présidents de la situation. Je vais poursuivre l'idée pour dire que lorsque vous avez confiance en vous, vous êtes à votre capacité à raisonner, à dissuader les actes mauvais au sein de la masse, vous n'avez pas peur d'approcher. L'approche humaine et pédagogique, c'est ça qui doit définir l'être humain. Comment il se fait que les dirigeants ne sont pas capables de diriger par l'exemple en faisant valoir leur faculté d'être humain, en approchant directement ces gens-là pour les raisonner, pour parler, discuter, comprendre leur motivation, de sorte que celui qui a les arguments les plus pertinents puisse triompher. Je considère que si les chefs d'État étaient dans cette posture-là, avaient compris qu'il faut prendre justement une approche humaine, et donc ils vont à Niamey, ils discutent clairement. Imaginez qu'un chef d'État rassemblé autour des officiers d'un pays qui raisonne clairement. Vous pensez que la solution aujourd'hui, ou du moins la situation serait comme elle est aujourd'hui? Non. Donc les gens fuient l'approche humaine parce qu'ils ont des carences en termes d'éléments de raisonnement, en termes de capacité à persuader, en termes d'exemples patents à donner aux autres, parce que leur propre parcours, leur propre vie n'est pas équilibrée, n'est pas exemplaire, et voilà pourquoi ils sont en train de naviguer malheureusement. Mais il n'est jamais trop tard pour recourir au dialogue. Justement, ce week-end, les militaires au pouvoir au Niger annonçaient ouvrir la porte au dialogue, donc être prêts à explorer la voie diplomatique. Changement rapidement, et change rapidement de temps, annonçant des poursuites contre le président déchu Bazoum. Dans ces conditions, comment aller pacifiquement au dialogue? Non, je crois que le fait que les militaires nigériens annoncent
la perspective d'une poursuite judiciaire contre le président Bazoum n'est pas l'antipode du besoin de dialogue avec la communauté internationale, la CEDEAO, etc., etc. Une chose est qu'on a eu un dirigeant qui, s'il a posé des actes délictueux, des crimes, en tout cas des actes qui ne sont pas dans le sens de la construction du bien commun et de l'intérêt commun, qu'il puisse répondre de ces actes. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a une crise au Niger qui demande à avoir une solution. Et cette solution-là, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour engager le dialogue. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est ce que nous avons à faire valoir. C'est-à-dire raisonner, exprimer nos convictions, démontrer le regard que nous portons sur notre vie, les aspirations, montrer qu'on porte en nous les aspirations du peuple pour lequel, ou bien au nom duquel les gens parlent ou agissent. Et donc, ce qu'on attend de nos dirigeants, c'est vrai, ils sont en train de dire que la porte du dialogue n'est pas fermée. Mais ils embrayent sur la pédale de la violence, de l'agressivité. Cela montre clairement qu'ils ont été troublés, perturbés, sinon traumatisés par le phénomène incessant des coups d'État. Ils doivent pouvoir se poser quand même les questions les plus pertinentes possibles. Comment il se fait qu'un peuple entier qui adoube un des leurs, qui est un citoyen, et donc il lui confère tous les pouvoirs, de pouvoir le réguler, le gouverner, l'orienter et inspirer des perspectives heureuses pour ce peuple-là, que ce dernier en vient à être renversé et que son peuple ne se soulève pas contre ceux-là qui l'ont renversé, au contraire, vient donc s'accrocher à ces nouveaux dirigeants pour pouvoir le soutenir et dire non mais écoutez, nous devons passer à autre chose. Et donc quand vous voyez ces genres de situations, depuis qu'on a commencé à vivre le nouveau fléau des coups d'État, il y a plus de 2 ans, les dirigeants de la CEDEAO n'ont pas compris qu'il faut aller à la racine. Vous voyez, nous sommes là, très désintéressés. Nous parlons de ce que nous vivons sur le terrain, des opinions qui s'expriment et de ce que nous sentons comme étant la cause du malaise dans nos pays. Si nos dirigeants écoutent et décident de s'appliquer en l'humilité, d'écouter et d'appliquer en fait ce qui se dit, c'est qu'ils deviennent des porteurs des aspirations de leur peuple. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple et vous avoir la prétention de le mener au bon port sans tenir compte de ses aspirations à lui. Et je suis désolé que s'ils ne reviennent pas à la raison, mais on sera obligé de guerre lasse de subir ces genres d'événements plutôt que d'en être des maîtres qui gouvernent et qui orientent en tout cas le devenir de cette humanité. Depuis les années 90, l'Afrique a vécu de nombreux coups d'État qui ont plongé des pays dans une longue impasse politique, ayant posé des difficultés énormes à la CEDEAO. Et comment l'Alliance n'a-t-elle pas tiré suffisamment de leçons pour éviter une nouvelle situation similaire aujourd'hui? En fait, je pense que nous avons un problème, et c'est un problème majeur. En réalité, l'homme doit se définir par quoi? Par ce qu'il est. Ce qu'il est en termes de facultés, d'acquis intellectuels, spirituels, moraux, en termes d'idées novatrices, en termes d'idées inspirantes dans une société. Malheureusement, on a des dirigeants qui se définissent par ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est quoi? En termes de gloire, de titres, d'argent accumulé, détourné, volé. Et donc, ils sont des principaux acteurs de l'affaissement de nos valeurs identitaires. Parce qu'il y a dans nos pays ce qu'on appelle la corruption, les détournements, l'injustice. Des dirigeants qui en viennent à utiliser, si vous voulez, les instruments de la République pour réprimer leur propre peuple, qui devrait constituer leur première richesse, pour réprimer leurs leaders d'opposants. Voyez-vous? Et donc, ils font en sorte que, finalement, c'est leur personne qui compte en tout état de cause. Alors que eux, ils n'ont eu que l'opportunité de pouvoir montrer à leur peuple ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont capables de faire dans l'intérêt bien compris de l'ensemble de ce peuple-là. Des gens qui se définissent par ce qu'ils ont. Et donc, du coup, puisqu'ils considèrent que tu ne peux être respecté dans notre société que si tu as suffisamment d'argent. Quand tu as accumulé, tu as réalisé beaucoup de biens. Quand tu as accumulé suffisamment d'argent, donc tu voles. Ils sont obligés d'être ceux-là qui détournent les biens communs qui devraient être destinés à être distillés et donner la chance à tout le monde de pouvoir donc s'épanouir. Et donc, il s'évalue comme ça lorsque là, la soirée, il est chez lui. Et voilà, il essaie de consulter son compte. Il voit que il a des millions de dollars ou d'euros sur son compte. Il est content, il dort bien. Ils oublient
qu'ils ne pourront laisser d'héritage que l'héritage qui impacte les âmes humaines. Voyez-vous un président comme Alassane Ouattara, mais pour moi c'est une déception. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait quand même un profil, il a un profil voilà, de directeur, d'intellectuel, etc. On avait quand même le sentiment que c'était un monsieur de référence. Malheureusement, aujourd'hui, une fois dans le fauteuil présidentiel, on voit qu'il fait preuve d'une incohérence notable. C'est ce monsieur-là qui, en 1999, lorsque le général Gueye avait renversé le président défunt Bédié, s'est levé pour dire clairement, it is not a coup d'État. It is a revolution supported by all Ivorian people. Ça veut dire quoi? Il dit all Ivorian, c'est comme s'il avait fait un recensement. Et il était sûr que c'est tout le peuple ivoirien qui acceptait le principe de renversement du président Bédié. C'est lui qui, des années plus tard, s'érige en profondeur des coups d'État. Qu'est-ce qui a changé entre le coup d'État de 1999 contre le président Bédié et le coup d'État qu'on vit aujourd'hui? C'est à croire qu'il est dans cette posture où il pense que le mal n'arrive qu'aux autres, que cela n'arrive qu'aux autres. Or, quand vous voulez vous faire respecter, quand vous avez la posture d'un leader, vous devez avoir une position constante. Parce que vous avez des principes de vie qui vous définissent. Et donc, on doit pouvoir définir une voie rectiligne qui rend compte de ce que vous êtes, de vos convictions pour la vie et du regard que vous avez sur la gouvernance d'État, etc. Donc, le président Ouattara est vraiment l'incarnation achevée de l'incohérence, de l'inconstance, de l'inconsistance, de l'instabilité en termes de réflexion et d'analyse. Il en est de même de quelqu'un comme Macky Sall, qui, lorsque il suivait encore, qu'il était en face de Abdoulaye Wade, c'était le monsieur que nous, on adoubait parce qu'il avait un profil, une certaine sérénité, une allure quand même d'un modèle d'Africain. Et donc, il tenait des discours à l'époque où il disait, mais écoutez, on va déloger le président Wade si jamais il persistait à vouloir être candidat, à faire cette... Mais c'était un appel à la révolution. C'était un appel au renversement d'un régime. Mais à l'époque, Wade n'avait pas eu la maladresse d'utiliser ses paroles contre lui pour l'enfermer lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les instruments de la République, la justice, pour embastiller les leaders charismatiques, il utilise la police, la gendarmerie, même l'armée, pour tuer ses propres citoyens. Personne ne parle. La CEDEAO ne voit pas cela. Et c'est lui qui dit, non mais écoutez, je vais envoyer un contingent, parce que nous voulons proclamer la démocratie, nous voulons la stabilité. Mais qu'est-ce qu'ils appellent la démocratie, la stabilité? C'est qu'ils confondent justement la résignation du peuple, la frustration du peuple à une certaine forme de quiétude. Et c'est vraiment grave comme diagnostic et position d'un chef d'État. Quel rôle doivent jouer les sociétés civiles africaines pour influencer les débats? Je suis heureux de constater que la réflexion est en train de prendre corps, que les intellectuels commencent à s'assumer, les activistes, tous ceux-là qui ont la portion de pouvoir s'expliquer à la place publique s'assume comme tel. Malheureusement, cela se fait de façon non contrôlée, mais c'est là où on attend justement nos dirigeants. À partir de l'instant où aujourd'hui, à partir de votre chambre, vous avez la possibilité de vous faire entendre à travers les réseaux sociaux par le monde entier, les dirigeants doivent comprendre qu'ils doivent apprendre à vivre avec leur temps, avec tous ces instruments qui sont disponibles et faire en sorte qu'il y ait une émergence des clairvoyances sur notre continent, de sorte que cette richesse intellectuelle, spirituelle soit préservée, consolidée et répandue à travers le continent. Si ce n'est pas le cas, je pense que les sociétés civiles sont aujourd'hui en train de s'assumer comme telles, mais il va falloir coordonner toutes ces énergies-là sur la base de la vision que le dirigeant est censé définir pour son peuple, en tenant compte justement de ses aspirations, de ses besoins et des défis qui se posent à leur pays. Les Occidentaux nous ont égarés. Or, en réalité, ce sont eux qui sont le plus écartés de la réalité de la vie humaine. Pourquoi? Parce que normalement, lorsque vous êtes né, votre premier défi, c'est d'étudier votre environnement et de voir quels sont les défis qui se présentent à vous en lien avec votre besoin de vivre. Mais les Occidentaux, eux, n'ont pas cru à leur espace-là. Ils ont cru que leur bien, leur richesse, leur devenir dépendra des autres territoires comme le continent africain. Et donc, ils ont renoncé à tout pour venir ici, décimer des vies en vue d'exploiter les ressources dont nous disposons pour nourrir leur économie à eux. Malheureusement, ils ont reçu
des complicités malsaines. Les gens sont dans la lâcheté absolue. Ils renoncent même à leur patrimoine, à leur héritage, pour s'attacher à ce que propose le blanc. Comme si la science infuse, comme si l'intelligence n'était que de là-bas. Et que tout ce qui vient de là-bas, c'est l'exemple à suivre. Or, nous avons un environnement aujourd'hui, la science et toutes les études montrent que le continent le plus riche à tout point de vue, je dis bien à tout point de vue, en termes de ressources humaines, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources minières, etc., c'est le continent africain. Pourquoi donc nous pouvons être dans la pauvreté matérielle, etc., et même dans la pauvreté intellectuelle et spirituelle, alors que nous avons tout cela? C'est parce que nous avons renoncé justement au principe de la transmission. Parce que nos grands-parents, les premiers hommes africains, étaient des héros. Des gens qui avaient des visions et qui avaient laissé un patrimoine en termes de connaissances, de richesse intellectuelle, spirituelle et tout. Mais comme le blanc nous a fait croire que ce n'est pas ça qui est bon, eh bien, on n'a plus le sens du sacré, on n'a plus le sens de ce qu'il faut pour construire une société de façon solide et historique. L'Afrique est un continent qui, dans sa culture, accorde une grande place et une grande importance à ses sages. Fort heureusement, et on en a encore sur le continent. Quel rôle peuvent-ils jouer Mais l'Afrique devait être la référence du monde. Il faut rappeler que pendant des années, pendant des millénaires, l'Afrique a été la référence du monde. Je crois que l'histoire nous l'apprend. Mais comment l'Afrique avait-elle possédé à l'époque pour être la référence du monde? C'est parce que les gens se sont concentrés sur leur environnement pour étudier le mécanisme de fonctionnement de la nature. On vous parle aujourd'hui de l'Égypte antique et tout ce qui est ressorti de là-bas et qui a été copié par les premiers philosophes d'Europe, de la Grèce antique, etc. et qui ont su, à leur manière, capitaliser ces atouts-là et revenir nous coloniser en fabriquant l'arme, dont la mission, je le rappelle, est de tuer la vie humaine. Alors que la mission de l'homme, mais les autres espèces savent comment conserver leur identité. Quand vous voyez les animaux dans la brousse, ils ont un mécanisme d'organisation sociale qui permet de préserver leur espèce et donc de se défendre contre les prédateurs et tous les risques qu'il y a autour d'eux. Mais nous, tout ce que nous inventons aujourd'hui, que ce soit l'industrie, la pollution, tout ce que cela engendre, c'est pour tuer la vie humaine. C'est pour ça que je parle de la science qui est le biomimétisme. Je crois que l'avenir, aussi bien de l'Afrique et que de l'humanité, devra venir de là. Parce qu'on ne peut pas s'écarter de l'intelligence naturelle qui vient de Dieu et du Créateur. Et donc, aujourd'hui, on s'est tellement écarté de cela que ce qui règne sur notre humanité, c'est ceux qui ont l'arme, c'est ceux qui ont le pouvoir de tuer l'autre, c'est ceux qui ont accumulé l'argent de façon lâche et détournée. Ils n'ont rien créé comme richesse. Ils ont eu l'opportunité juste de bénéficier de ce que la société met à leur disposition pour réguler. Au lieu de travailler pour donner l'égalité des chances aux citoyens, de sorte que chaque citoyen se sente en confiance et fasse valoir ses facultés, ils utilisent cela pour diviser la société en vue de pouvoir régner. Et donc, pour beaucoup de dirigeants, ce qui compte en premier, c'est d'abord leur gloire. C'est d'abord leur pouvoir de président. Et donc, tout ce qui va autour. Ils sont flattés tellement par leur ego lorsqu'ils reçoivent des hurrahs, des applaudissements. Lorsqu'on se plie en deux devant eux, ils sont très sûrs que c'est ce qu'il y a de mieux. Or, en réalité, tout ce qui impacte la vie de notre humanité, c'est ceux-là qui laissent des idées fertiles, qui laissent un héritage en termes d'écrits, en termes d'idées lumineuses et tout. Mais combien de nos dirigeants, ou même de nos hommes politiques, écrivent même ne serait-ce qu'un seul livre? Un livre pour que les générations futures comprennent le regard que eux, ils portaient sur la vie. Vous voyez donc, ils sont plutôt dans cette position où chaque fois où ils ont un poste, c'est le profit matériel qui est relativement éphémère. L'éternité du citoyen vient toujours de ses idées, des actions qu'il a eu à mener, de l'impact qu'il a posé. Quand Didier Thiam dit de Bédier que c'était un homme extrêmement généreux, je m'attendais à dire que ce monsieur distribuait l'argent, etc. Mais c'est un monsieur tellement fin, tellement élégant et subtil, qu'il dit qu'il avait la disponibilité, il écoutait tout le monde. C'est-à-dire qu'il est partagé, et il partage en fait son être. C'est ça la générosité. Il faut partager ses idées, il faut convaincre les gens, il faut faire en sorte que vous puissiez être les acteurs de ce qui amène les autres à révéler la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ce que Bédier a fait et c'est ce que Didier Thiam retient justement de la personne Bédier. Mais je n'ai pas entendu Didier Thiam me parler de la fortune de Bédier. Hein. Il a parlé justement des œuvres de ce dernier.
Et une dernière question, Luc Abaki, les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé ce week-end pour des poursuites contre le président déchu Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, dénonçant aussi des décisions inhumaines et illégales de la CEDEAO. Quelle tournure va prendre les événements dans les jours à venir? On va suivre tout simplement, mais je crois que va finir par triompher le bon sens. Si le président Bazoum, il est avéré que le président Bazoum, au lieu de travailler pour la cause des peuples nigériens, qui sont supposés l'avoir élu, s'il a travaillé contre les intérêts de ce peuple, il doit pouvoir répondre devant la justice, en espérant que la justice elle-même sera une justice indépendante qui respecte les droits de chaque citoyen, y compris du président Bazoum lui-même. Au-delà de ceci, je crois que tous les peuples du monde aspirent naturellement à leur épanouissement, à leur liberté, à leur souveraineté et à leur capacité à décider par eux-mêmes. Vous voyez? Espérons simplement que la CEDEAO reviendra à la raison. Dans tous les cas, si ce n'est pas qu'elle se laisse inféoder par des puissances conquérantes, qui, elles, ne croient pas en elles et croient plutôt en leur avenir à travers ce qu'elles puisent en Afrique, je pense qu'on peut trouver des solutions endogènes très pratiques et très rentables et bénéfiques pour l'ensemble de nos populations. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, tous ceux qui s'érigent en traîtres, en des gens insincères, qui trahissent leur peuple, vont être nettoyés de façon naturelle parce que je crois que c'est un mouvement irréversible et comme je l'ai dit dans les autres émissions. Merci beaucoup Luc Abaki d'avoir accepté notre invitation ce lundi. Merci à vous également de nous avoir suivis. On remarquait une courte pause pour une nouvelle édition du journal sur Niwa d'Info.